Honnêtement, tout le monde a la trouille. Ouais. Voilà, c'est la vie d'avoir peur. C'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est derrière chaque grande peur qui se trouve des choses extraordinaires. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est pas la confiance en soi qui fait que tu agis. C'est le courage d'agir. Et ouais. Dans notre chemin, on rencontre des gens avec qui on raisonne. Ouais. Et du coup, la peur s'atténue parce que tu n'es plus seul. Un matin, je me lève, je vais dans ma salle de bain, je m'enferme, je m'assois par terre. Et là, je décide de demander à mon subconscient de créer la conférence. Mais je la vois, hein. C'est-à-dire qu'elle est créée de but en blanc, j'ai tout mon contenu, je sais absolument... Mais je vois tout, je sais à quel moment j'introduis, qu'est-ce que j'y mets, je vois les slides, je vois tout, absolument. Je me retrouve dans ma salle de bain assise par terre, mais mes deux mains en l'air. Voilà. Tellement ça a été... voilà. Et tout ça de manière semi-consciente, c'est-à-dire je sais ce qui se passe, je vois ce qui se passe, mais je ne peux pas le contrôler. Et les conséquences de cette conférence? Mon premier 1 million de chiffre d'affaires. Waouh. Et salut, bienvenue sur le podcast de Roots. Je m'appelle Alexandre. Et si je te propose ce programme, c'est parce que je me suis rendu compte en tant que patient, mais aussi en tant qu'infirmier, que la prise en compte de la partie sensible, les émotions et toutes ces choses qu'on voit pas forcément, ont un très fort impact sur la santé mentale et indirectement sur la santé au global. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut chercher, ou quand j'ai voulu chercher un professionnel, je me suis retrouvé face à des discours qui se ressemblaient et une très grande difficulté à savoir qui choisir. Alors je prends le parti, avec ce podcast, de te faire rencontrer les professionnels à travers ce qu'ils ont vécu de facile, mais aussi de douloureux pour que tu comprennes ce qu'ils ont changé pour eux et ce qu'ils peuvent t'aider à changer dans ta vie. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous toutes les semaines pour une nouvelle rencontre et une nouvelle écoute. Je te souhaite un très bon moment. Est-ce que ça te parle, ce moment où tu vas arriver devant un feu et tu te dis si le feu il passe over au moment où j'arrive, c'est que ce que je crois va s'accomplir? Complètement. Est-ce que ça t'arrive de croire s'il y a quelque chose qui se passe de cette façon, c'est que nécessairement je vais réussir à accomplir ce que je veux accomplir? Oui. Imagine la quantité de personnes qui pensent ça et qui se disent ouais, c'est que des superstitions, j'y crois pas forcément. Et ben toi Inès, et toi qui regardes ce podcast, je t'invite à venir à la rencontre de Inès qui à un moment donné a fait de ses croyances, de ses superstitions, le moyen qui lui a permis de faire 1 million en 1 semaine. C'est bien amené. Bonjour Inès. Salut. Comment ça va aujourd'hui? Super. Trop cool. J'ai envie de parler de notre rencontre et j'ai envie que les gens sachent un petit peu plus sur toi. Mais avant ça, comment est-ce que tu aurais envie de t'introduire? Comment est-ce que tu aurais envie de te présenter? Alors déjà, je voudrais te remercier beaucoup. Avec joie. Parce que sincèrement, notre rencontre pour moi est quelque chose d'important. Sincèrement. Okay. J'ai trouvé qu'il y a une synergie qui s'est créée immédiatement. Je ne savais pas comment, je ne savais pas quoi. Mais dès qu'on s'est rencontrés, j'ai su qu'il allait se passer quelque chose. Et aujourd'hui, tu vois, je pense que c'est le démarrage de quelque chose. Je le ressens vraiment comme ça. Donc, je voulais déjà te remercier pour ça. Trop cool. Voilà. Waouh. Ben, merci, je ne m'attendais pas à ça. Ça me fait tout bizarre parce que j'ai l'impression d'être dans le milieu du business, dans le milieu de créer son argent par soi-même, tu vois. J'ai l'impression d'être un petit gars, tu vois, ça fait 6 ans que je fais ça, tu vois, et je commence à avoir des petits trucs, et puis j'ai en face de moi quelqu'un qui est dans le business depuis beaucoup plus longtemps, qui a déjà des achievements forts. Je veux dire, t'as créé une entreprise, t'as vendu une entreprise, t'as développé d'autres entreprises, dont certaines qui t'ont amené à caresser des chiffres d'affaires qui me semblent à moi colossaux, et du coup tu me dis ça, et du coup je suis en mode wow, pas prêt. Tu sais, je crois que l'entrepreneuriat finalement, c'est qu'une histoire d'humain. Donc, peu importe les chiffres, peu importe les millions, on s'en fout. Ce qui importe vraiment, c'est le lien qu'on peut créer. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on fait les chiffres. Wow. Ça me parle. Merci. Merci. Comment est-ce que tu auras envie de te présenter en quelques mots, que ce soit dans les choses que tu as accomplies ou les choses que tu veux accomplir? Alors, je crois que je peux me présenter comme un entrepreneur dans l'âme. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat fait partie vraiment de mon ADN. J'ai toujours su, je crois, que j'allais faire de l'entrepreneuriat. À l'époque, quand tu commences, tu sais pas trop comment ça s'appelle, mais on s'en moque. Ouais. Mais vraiment, j'ai toujours su finalement que je n'étais pas faite pour être un petit soldat. Ça, c'est une certitude. Donc, très, très rapidement dans mon parcours, j'ai arrêté une carrière toute tracée pour devenir entrepreneur et réaliser un rêve, donc qui était l'organisation de mariage à l'époque. Donc, j'en ai rêvé, je l'ai fait. J'ai vite fait évoluer ma société parce que j'ai besoin de créer toujours en permanence. Donc, quelque chose que je maîtrise, il faut vite que je le fasse évoluer parce que je m'ennuie très vite. Donc cette première structure est devenue plein de choses finalement. Je l'ai revendue, je suis tombée dans l'immobilier, un peu par hasard aussi, on aura l'occasion un jour d'en parler. Et là, j'ai commencé aussi à développer d'autres activités parallèles, dont la gestion de patrimoine.
Et j'ai créé à un moment un concept avec mon compagnon de l'époque, qui a extrêmement bien fonctionné, qui s'appelle Smart Coloc, et qui était un concept finalement d'investissement clé en main pour le particulier, et qui nous a amené à construire de grosses entreprises. Trop bien. Voilà. Et il y a un truc qui m'a marqué quand on a discuté, toi et moi, et qui m'a fait me dire, ok, c'est bon, je vais faire un podcast avec Inès. C'est donc le jour où tu viens à la villa pour rencontrer la villa, voir un petit peu comment ça se passe ici. Et tu me dis, mais j'en veux à ce monde du développement personnel et du bien-être qui a une posture si perchée, qui fait que je ne peux même pas exprimer, ou je ne peux pas m'autoriser à exprimer sans perdre ma crédibilité, ces choses qui m'ont permis de réussir là où j'ai réussi. Est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus à ce sujet ? Bien sûr. En fait, si tu veux, j'ai toujours eu des métiers extrêmement terre à terre. Moi. Je suis une ultra cartésienne, j'ai fait du droit, tu vois, le truc ultra carré. Et très rapidement dans mon parcours, il s'est passé, j'ai eu des rencontres finalement qui m'ont permis de voir qu'il existait autre chose. Très rapidement, j'ai touché du doigt des choses. Alors, je sais même pas comment les qualifier. Est-ce que c'est du paranormal ? Est-ce que je n'en sais rien. Enfin, j'ai même pas envie de mettre finalement une étiquette dessus. Mais en tout cas, des choses qui ont fait que j'ai réussi brillamment grâce à des choses non cartésiennes. Voilà. Sauf que aujourd'hui, enfin, même plus aujourd'hui, mais à l'époque en tout cas, j'ai toujours évolué dans ce monde très masculin déjà. Donc très énergie yang, tu vois, très on fonce la tête baissée, on est ultra carré. Et ces choses-là ont fait que je n'ai pas pu, ou pas voulu, j'en sais rien, ou pas assumé, de pouvoir dire au grand jour, finalement, qu'est-ce qui faisait que je réussis, mais surtout que, bon, comme tout entrepreneur, je me casse la gueule, parce que je pense qu'il n'y a pas d'entrepreneur qui ne tombe pas, mais en tout cas, qui trouve finalement du bien-être même quand je tombe. Et ça, c'est réellement des choses que je qualifie, moi, j'aime bien le mot d'un peu perché, qui ont fait que aujourd'hui, je suis toujours debout, malgré des choses qui me sont arrivées. Voilà. Honnêtement, quand tu connais ma vie, quand tu connais mon parcours, tu te dis que... Tu te demandes même comment je suis pas couchée encore, sincèrement. Parce que ça a été tellement lourd, tellement... Mais au final, je le vis plutôt bien. Et c'est pas grâce aux choses qu'on t'apprend sur les bancs de l'école de droit ou d'une école de commerce, tu vois. C'est vraiment grâce à des choses plus subtiles, plus intimes, plus personnelles, qui font qu'aujourd'hui, j'ai cette capacité et à me relever de tout, mais comme je te disais, à être certaine, ouais. Je suis convaincue que tout ira toujours bien. Trop cool. Je te remercie pour ça. J'ai envie de préciser ce qui va se passer dans ce podcast pour les personnes qui nous suivent et qui sachent où est-ce qu'on va. Donc, dans un premier temps, on va aller à la rencontre de ton histoire et comment est-ce que le fait d'avoir déchanté dans ton envie de devenir commissaire t'a amené à partir vers l'entrepreneuriat, te déployer là-dedans, jusqu'au moment où il y a quelque chose qui s'est mis sur ton chemin qui paraissait bizarre, mais pour lequel tu as trouvé un peu d'intérêt, que tu as entraîné de ton côté, et qui t'a permis derrière d'accomplir ce truc complètement what the fuck, qui t'a permis de faire un grand coup qui a complètement lancé une de tes activités. Et tout ça pour faire le parallèle avec ton activité aujourd'hui. Je vais poser des mots dessus. Je t'inviterai à les corriger ou à y ajouter des choses. Une activité aujourd'hui qui s'adresse à ces femmes qui ont un potentiel à l'intérieur, qui relèverait de ces trucs qu'on ne sait pas expliquer, qui relèverait de l'intuition, qui relèverait d'une pseudo-magie ou d'on ne sait pas trop quoi. Et ton message pour elles, c'est de dire ne jugez pas. Apprenez à essayer des choses et je vais être là pour vous aider à apprendre à faire des choses. Et vous allez voir qu'ensemble, on va voir à créer une activité qui vous permettra de développer votre indépendance financière en tant que femme et de redevenir libre. Alors, c'est ça, c'est oser, mais c'est aussi... arrêtez en fait de vous cacher derrière les cadres qu'on veut bien nous donner. Allez expérimenter. Ça coûte rien finalement. Va le tester, va essayer de voir qu'est-ce qui se passe en toi, comment ça se passe pour toi, au lieu de te dire voilà, ça c'est pas pour moi. Parce que dans les faits, moi si j'étais restée avec ma casquette d'ultra cartésienne, je serais passée à côté de ma vie, clairement. Donc aujourd'hui, le message que j'ai vraiment envie de passer, c'est oser. Et passez pas à côté de votre vie. Ah ouais, clair. Trop bien. On y arrive à la fin. Je suis trop content. Et justement, j'ai envie de montrer comment, à travers ton histoire, t'as déchanté, puis t'as rencontré un truc étrange, et comment t'as trouvé de la sécurité avec. Du coup, tu disais quand on a préparé ce podcast que ton rêve de gamine, c'était de devenir commissaire, et qu'il y a un moment où t'as déchanté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, pour la petite histoire, je suis tombée dans le droit un peu comme...
c'est Obélix qui est tombé dans le chaudron. Oui. Non, c'est lui. Parce que mes parents ont fait du droit. Donc, c'était la carrière toute tracée. Je m'y suis sentie vraiment comme un poisson dans l'eau. Sauf que moi, j'ai vraiment ce truc, tu sais, de meneur, en fait. Tout le temps, il a fallu que... Voilà. Et quand j'ai commencé à faire mon droit, au fur et à mesure, j'ai évincé toutes les professions qui ne me plaisaient pas. Donc, celle qui me paraissait la plus opportune, c'était d'être flic. Donc, d'être commissaire de police. Et à cette époque-là, j'ai toujours été dans l'expérimentation, en fait. Donc, j'ai trouvé le moyen, alors qu'à l'époque, c'était pas possible, d'aller faire un stage. Donc, j'étais en 3e année à l'époque, d'aller faire un stage donc au commissariat de Montpellier. J'ai réussi, je sais même plus comment je m'en suis débrouillée. Et pour voir réellement si ce que j'imaginais était une réalité. Et en fait, quand je suis arrivée là, donc on m'a fait passer de service en service, j'ai eu cette chance-là. Donc, j'ai adoré la crime, il y a plein de secteurs que j'adorais. Mais je me suis rendu compte, en fait, que les bonnes femmes, elles étaient reléguées je crois que ça s'appelle la sécurité civile ou le génie civil, j'en sais rien. En gros, à la police de la route, quoi. Et moi, c'est pas du tout ce que j'ambitionnais, quoi. Et si tu en discutant avec elle, c'était une nana vachement impactante et tout, c'était une sacrée bonne femme, mais pour autant, elle m'expliquait qu'en fait, elle était cantonnée à ce rôle-là parce qu'elle était femme. Donc oui, ok, elle pouvait être commissaire, mais par contre, pas avec, tu vois, tout le panache qu'on pouvait imaginer. Et honnêtement, à ce moment-là, je me suis dit, écoute, moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me battre contre des murs. J'ai pas le temps de convaincre finalement qu'une femme est tout aussi capable d'être à la tête de la brigade criminelle. Donc, je me suis dit, tu vas faire autre chose. Et j'ai laissé tomber pour ça. Parce que j'étais convaincue à ce moment-là que j'avais tellement à apporter et tellement aussi à apprendre que je voulais pas perdre de temps. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à partir de là, alors ? Il se passe que je suis en 3e année de droit, donc je continue ma 4e année. J'ai plus trop de motivation finalement parce que ce que je voulais faire, je pouvais pas le faire. Donc je passe quand même ma maîtrise. À ce moment-là, il faut bien que je continue à me spécialiser. Qu'est-ce que tu fais ? Donc je décide, un peu par dépit, de rentrer dans une voie procédurière. Donc je deviens stagiaire huissier de justice. Donc c'est 2 ans après la maîtrise. Donc en gros là, tu as des études donc dans 2 centres plus tu es comme un alternant finalement, donc tu bosses. Et je fais donc ces 2 ans dans une très grosse étude, la plus grosse étude à l'époque de Nîmes. Je m'éclate. Alors, je m'éclate pas pour le métier, parce que le métier, dans les faits, on m'en fout un peu. Ouais. Mais par contre, j'aime l'idée de créer, de mettre en place des choses. Donc, dès que j'arrive là-dedans, je dépoussière clairement le service et je mets en place plein de trucs et deviens beaucoup plus productive. Donc là, déjà, je commence à toucher du doigt aussi ce que c'est de déranger, parce que les salariés qui étaient en place, ils n'ont pas du tout apprécié. Mais surtout, moi, je suis très, très vite allée m'accrocher finalement aux 3 associés. Et il y en avait un notamment qui était un vrai chef d'entreprise dans l'âme. Okay. Et c'est là que finalement, je commence à toucher du doigt qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. Parce que moi, je ne suis pas du tout issue d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents sont au départ fonctionnaires. Après, ils ont bifurqué vers d'autres choses, mais au départ, des fonctionnaires. Donc, l'antipode de l'entrepreneuriat. Et c'est là, en fait, que je commence à me dire, ce truc de, finalement, créer ce que tu as envie de créer, moderniser une profession, en tout cas faire ce que tu veux, ça me parle. Et c'est là en fait que je commence vraiment à décider de m'enclencher dans l'entrepreneuriat. Ok. C'est quoi qui te trigger le plus avec ce... Enfin, factuellement, qu'est-ce qu'il fait dans son activité d'huissier où tu te dis putain, mais ça c'est un truc que je veux faire, ça? Alors c'est juste un exemple, je vais te donner parce qu'il y en aurait plein, mais par exemple le métier d'huissier, tu sais, il est extrêmement mal vu déjà de la population. C'est un mec qui vient de tout saisir, qui vient et ce gars-là en fait était en train de développer des activités annexes à la profession parce que déjà il sentait le vent tourner, il sentait que ça allait pas aller bien pour eux, donc du coup il a commencé par exemple à développer les enchères en ligne. Donc ça, c'est un truc qui n'existait pas. Ben voilà, il a développé un système d'enchères en ligne sur Internet qui a super bien fonctionné. Voilà, tu vois, il a modernisé finalement sa profession. Et c'est ça qui me plaisait bien. Waouh, ça me parle. C'est comme si l'huissier, il était dans une espèce de cadre et que tu étais en contact avec quelqu'un qui sortait un petit peu du cadre et qui créait une opportunité là-dedans. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'avec ce truc différent, pseudo-magique, c'est un peu comme si tu avais fait dans le cadre de l'entrepreneuriat un peu patriarcal, une petite sortie de route qui t'a permis d'accomplir des choses plus fortes. Cool. D'ailleurs, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que pour moi, l'entrepreneur, c'est celui qui est prêt à prendre des risques. Ça va ensemble. Ouais. Et ouais. On y reviendra après, mais je sens que si le masculin a cette capacité de prendre des risques et sortir du cadre, le féminin, c'est le truc qui est capable de laisser descendre quelque chose depuis l'extérieur du cadre et être inspiré quelque part. Et je me dis que si on fait la corrélation entre sortir du cadre et laisser venir, il y a un truc qui se passe, quoi.
Ok, donc du coup, tu te dis, tu veux faire de l'entrepreneuriat, etc. Vers quoi tu te diriges alors pour te mettre dans ce game-là? Alors là, on va dire, je casse tous les codes et je crée une révolution chez moi, dans ma famille. Ok. Puisque je décide de tout arrêter du jour au lendemain, de démissionner. Alors je fais une pause quand même de quelques longs mois, on va dire, parce que j'avais besoin quand même de me poser, de réellement réfléchir à ce que je voulais. Et en fait, je décide de devenir organisatrice de mariage. Donc je fais un bond colossal, puisqu'on est vraiment à l'opposé finalement des deux activités. J'avoue. Mais en fait, j'ai envie à ce moment-là de grandir et d'évoluer dans le beau, dans la joie, dans le beau, dans le plaisir. Et je décide de créer cette activité qui, au demeurant, en France, n'existe pas vraiment à cette époque-là. On est vraiment au tout début du wedding planner. Parce que ça existe aux États-Unis, c'est très développé, mais chez nous, pas du tout. Et malgré tout, je décide de me lancer là-dedans, alors que j'y connais que dalle. Hein. Mais ça m'anime réellement et je me lance dedans. Ok. Et du coup, c'est quoi comme activité que tu développes? Ça grandit comment? Alors, au démarrage, pure organisation d'événements de mariage pour le particulier. Très rapidement, je décide de faire du réseau parce que je connais pas grand monde. En fait, le monde de l'entrepreneuriat m'est complètement inconnu. Donc, je comprends très vite qu'il faut que je m'allie et que je rencontre un maximum de gens parce que je suis pas du genre, par exemple, à prospecter. Moi, prendre mon téléphone et prospecter, j'ai jamais fait. Du coup, je me dis, tu vas aller rencontrer des gens, tu vas trouver des gens qui te parlent, qui t'inspirent, et tu vas travailler avec eux. Et c'est comme ça aussi que j'avais décidé de trouver ma clientèle. Donc, dans le cadre d'un premier réseau d'entreprise sur lequel j'ai décidé d'aller, j'ai rencontré une nana un peu plus jeune que moi et qui, elle, était spécialisée dans l'organisation d'événements professionnels. Donc, tout ce qui est séminaire, congrès, tout ça. Et je me dis, finalement, ça peut être complémentaire à mon activité. Et le hasard ou pas le hasard, parce que je sais bien qu'il n'y en a pas. Mais en tout cas, mon premier client mariage, c'est quelqu'un qui vient à moi parce que j'organise un salon du mariage, qui vient à moi, donc on signe l'organisation, et ce gars est un grand cadre d'EDF et décide donc de me confier l'organisation de son séminaire d'équipe. Sauf qu'à l'époque, je suis pas du tout, je sais pas faire quoi. Mais j'ai toujours fait pareil. À chaque fois que j'ai une opportunité qui se présente à moi, qui me parle, je dis oui. Et je trouve le moyen après d'y répondre. Ouais. Donc, j'ai fait ça, en fait. J'ai dit oui. Ouais. Et cette nana est arrivée là. On s'est alliés. Elle m'a appris le métier d'organisation d'événements pro. On l'a mené ensemble. Et on a bossé ensemble pendant plusieurs années, 4 ou 5 ans, je crois. On a fait de superbes trucs, dont des séminaires à l'étranger. Voilà. Donc ça a été une des évolutions de ma boîte. Et ensuite, très rapidement, est venue aussi la formation. Donc, j'avais envie, en fait, une fois que j'avais bien maîtrisé mon sujet, que je savais comment créer des événements et créer de la clientèle, j'avais envie de transmettre ça. Donc, j'ai monté des modules de formation et j'ai formé 77 femmes à l'organisation d'événements. Waouh. Voilà. Ok. Je sens qu'il y a un truc qui pousse à l'intérieur de moi. Là, tu es en train d'illustrer à travers ton histoire, ta posture qui passe de je veux me lancer dans quelque chose, je vis une désillusion et au final je me rends compte que j'ai envie de développer autre chose à côté qui serait plus proche de moi à travers l'entrepreneuriat, donc la désillusion à travers l'image que tu aurais pu avoir, la bataille que ça aurait dû être pour devenir commissaire, comme tu en avais envie et tout ça. Mais en fait, tu décèles que tu as des compétences, que tu as envie de mettre au service derrière et créer une activité à partir de ça. Et je crois que le but pour moi, ou un des buts pour moi dans le podcast, et donc pour vous qui écoutez ce podcast, c'est que vous entendiez que la plus forte raison pour tous les métiers du développement personnel du bien-être, si vous ressentez l'appel là-dedans, si vous avez vécu des choses qui ont changé votre vie, vous avez probablement le moyen d'impacter la vie de gens qui vous ressemblent. Et j'ai très envie que ce que vous voyez ou ce que vous entendez dans ce podcast avec Inès, ça vous inspire à vous dire, moi aussi j'ai un acte de contribution à donner, et que du coup vous restiez en lien avec les réseaux de Roots, que vous restiez en lien avec les réseaux de Inès pour apprendre à développer les compétences entrepreneuriales, mais aussi les compétences humaines qui vous permettraient de développer votre activité. C'est un message qui me semble incroyablement fort, ça. Oh, moi, ça résonne totalement, ce que tu dis résonne en moi, parce que je suis intimement convaincue qu'on réussit en aidant l'autre. Et je pense que plus on a d'impact sur la vie de gens, plus sa réussite personnelle va être colossale. Trop bien. Alors restons là-dessus, parce que ça nous permettra de switcher sur autre chose après. Comment est-ce qu'on fait de l'argent selon toi dans l'entrepreneuriat, si on va plus loin dans ce que tu disais à l'instant là? Selon moi ou selon les règles classiques? Selon toi? Selon moi. Ça, clairement, on aide les gens. Plus tu vas pouvoir apporter
Ouais, un accompagnement, de l'expertise. Tu vas les aider à réussir, en fait. Moi, c'est mon précepte. C'est-à-dire, aide les autres à réussir, et ta réussite sera la conséquence, en fait. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Et comment... je vois que parmi les professionnels qui gravitent dans tout ce qui est développement personnel et bien-être, ceux qui veulent développer une activité, ils ont énormément de mal à mettre de la valeur et du coup à être payés pour ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, toi ? Alors, je pense qu'ils ont du mal à mettre de la valeur parce qu'il leur manque quand même la partie vrai entrepreneur, finalement. C'est-à-dire que, je veux pas être péjorative, mais le côté perché suffit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire de l'argent avec une activité qui nous transcende, qui vraiment nous anime, il faut quand même arriver à le transposer dans le vrai monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que ça demande des compétences réelles, concrètes. Il faut savoir faire des contrats, il faut savoir aller chercher du client, il faut savoir faire de la communication. Ça demande réellement chose. Il suffit pas d'avoir la compétence. Quand tu as une compétence pure, soit salarié, soit ça, voilà. Mais tu peux pas être entrepreneur en n'ayant que la compétence. Je me souviens, je me permets de faire juste un parallèle parce qu'à l'époque, ça m'avait extrêmement perturbé et touché. J'avais un couple d'amis qui étaient photographes avec un talent que je n'ai jamais vu ailleurs. Tous les deux, ils avaient un truc incroyable. Ces gens n'ont jamais réussi à se lever, n'ont jamais réussi à vivre de leur talent, alors qu'ils avaient de l'or entre les mains. Mais ils n'étaient pas entrepreneurs, en fait. Ouais. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il arrive, je pense, dans le développement personnel. Des thérapeutes, ou des gens, en tout cas, qui ont ce don, et même l'envie d'aider. Il y en a partout. Parce que je crois que ça se développe de plus en plus. Je crois qu'on a de moins en moins peur, finalement, d'aller chercher au fond de nous ce truc un peu perché, un peu ésotérique. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas de l'avoir pour en vivre. Pas du tout. Ça me parle. Je vois comme la partie yin, la partie féminine, la capacité, et je vois comme la partie yang, la partie entrepreneuriale, en faire quelque chose dans la matière, tu vois. C'est complètement ça. Et ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup dans ta personnalité, c'est qu'on voit que t'as un charisme très yang, quelque part, et que t'as ouvert une porte très forte vers le yin. Et justement, pour aller plus loin là-dedans, on va commencer à ouvrir la porte des trucs un peu bizarres. Mais à toi qui vas écouter la suite de ce podcast, j'invite juste à faire preuve de curiosité et juste rester ouvert à ce qui va se passer, parce qu'encore une fois, on vit dans un monde de problèmes, de solutions, de concret, mais aussi d'immatériel, de superstition. Et Inès a fait la jonction dans ces deux sphères-là, et c'est ce qui lui a permis de créer beaucoup de richesses matérielles sur ces business, donc reste attentif. Tu fais des séminaires, tu as développé ton activité de wedding planning, j'arrive pas à le dire en français, ça veut pas. Organisatrice de mariage. Organisatrice de mariage. Tu vis de cette activité, tu vis de l'activité de formation à l'organisation de mariage, ça veut pas, plus l'organisation de séminaires. À un moment donné, tu te retrouves à pouvoir vendre une de ces activités, celle de l'organisation de mariage. Qu'est-ce qui se passe ? Au moment où je change d'activité, tu veux dire ? Ouais. En fait, je change d'activité parce que il m'arrivait un pépin physique, c'est-à-dire que j'ai trop tiré sur la corde, clairement. Donc il faut que j'arrête ça. Je peux plus porter, voilà. Donc il faut que j'arrête. Et à ce moment-là, forcément se passe. Qu'est-ce que tu fais, quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors j'ai quand même un gros bagage. Clairement, mes études de droit m'ont vraiment servi. Pour autant, je sais pas trop vers quoi aller. Et le hasard, ou pas le hasard encore une fois, fait que j'ai besoin de vendre ma maison à ce moment-là, et que donc je fais appel à des agents immobiliers. Et honnêtement, je vais paraître extrêmement prétentieuse là. Vas-y. Mais je les trouve tellement nazes que je me dis, si ces gens arrivent à faire du fric en faisant de l'immobilier, tu vas tout éclater. Et du coup, je décide de me lancer dans l'immobilier. Alors, comme quand même j'y connais que dalle, je me dis, tu vas quand même aller t'adosser à une agence existante, parce qu'il faut quand même qu'on te forme, évidemment. Donc, je commence à taper un peu dans mon réseau, et on me présente plusieurs personnes, plusieurs agents immobiliers. J'en sélectionne un qui me paraît correspondre le plus à mes valeurs à moi, humaines, voilà. Vas-y, développe tes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi ? Alors, ma valeur numéro 1, tout le monde le sait, c'est la loyauté. C'est quelque chose pour moi qui va de pair avec l'engagement et la fiabilité. Mais pour moi, être loyal, c'est-à-dire à partir du moment où tu fais main dans la main avec quelqu'un, tu lui dois la loyauté. Voilà. Et ça, pour moi, j'avais senti ça chez cette personne, parce que je sentais que son équipe était soudée, était là. Et du coup, ça m'a parlé, et j'ai décidé de m'allier à lui, du coup. Donc, il m'a formé. Honnêtement, je suis quelqu'un qui apprend vite, donc il n'a pas eu à me former très longtemps.
Je suis restée 2 ans avec eux. Donc, j'ai effectivement tout éclaté. J'étais très vite la meilleure de son agence. J'ai fait de très gros chiffres. Et, encore une fois, hasard pas hasard, j'en sais rien. Je lui fais une demande, il la refuse. Et du coup, je me dis, écoute, tu veux pas me suivre, c'est pas grave. Je vais donc monter ma propre agence. Voilà. Du coup, on est en 2016 à ce moment-là. Je décide de créer Smart Immobilier. Donc, je suis très poussée. Alors, j'ai cette chance-là d'avoir, à l'époque, un conjoint qui me pousse, qui me suit tout le temps. Et du coup, qui me pousse quand même à y aller, quoi. Voilà, il me dit, écoute, tu veux faire, vas-y. Donc, je crée Smart Immobilier. Au départ, c'est une agence classique de transac immobilière. Très rapidement, parce qu'on devient investisseur à titre personnel, on fait un peu bifurquer cette agence sur de l'investissement également, Smart Coloc. Et en parallèle de ça, dans un réseau, je rencontre quelqu'un qui est devenu une très grande amie et qui m'ouvre la porte de la gestion de patrimoine. Donc, je deviens à ce moment-là également gestionnaire de patrimoine dans un grand groupe, donc en parallèle de mon activité. Et finalement, je prends encore une fois de la compétence et ça me permet tout ça d'affiner mon concept d'investissement clé en main et de créer une usine à gaz quand même. Trop bien. Il y a un moment donné où tu as un implant incroyable et tu as quelqu'un qui te dit pour développer ton business, tu ferais bien de faire de la conférence. Oui. Raconte-nous cette histoire. Alors, c'est même pas, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. L'histoire, c'est que il faut savoir que ça paraît faux comme ça, mais je suis une grande timide. Improbable. Mais une très grande timide. Ouais. Pour la petite histoire, ma mère est obligée de m'accompagner à la fac, à mes oraux, parce que sinon je n'y vais pas. Wow. Si elle n'est pas là, je ne vais pas passer l'oral. Donc vraiment, quand je suis une timide, une tétanisée, réellement. Et en fait, donc, l'histoire que tu racontes, elle se passe, on fait un bond en arrière, elle se passe en fait quand je suis organisatrice de mariage et que je commence à vouloir former. En fait, je décide de faire un salon à Lyon sur la formation. Donc j'ai un stand lambda. Et en fait, j'ai l'organisateur qui vient me voir au bout d'un moment dans ce salon en me disant, écoute, je suis emmerdée. J'ai un des gars qui devait intervenir pour raconter son parcours qui me plante. Et du coup, j'ai besoin d'un intervenant pour animer. Alors, t'inquiète pas, c'est un tout petit truc. En fait, il me dit, et c'est comme ça qu'il me convainc, il me dit, tu vas rentrer dans la salle, tu montes sur scène, il y a une quinzaine de personnes, t'inquiète pas, et tu fais finalement comme si tu racontais ton histoire à tes potes. Pas plus, pas moins. Moi, j'hésite un peu parce que faut parler en public, c'est pas trop mon truc, mais je me dis, allez, vas-y, t'es là, fais-le. Et j'y vais. Gag. Sauf que là, c'est pas 15 personnes, mais 150 qui sont là. 152, exactement. Et là, je te jure. Mais j'ai vu ma vie défiler devant moi. Wow. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai commencé à dégouliner et tout. Réellement, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Comme toujours, j'y suis allée, en fait. Je suis montée, j'ai raconté ma vie. Je crois que, je sais pas, j'ai même pas de notion de temps, mais je crois que j'ai dû parler peut-être 30 minutes. Et de ce jour-là, ma peur de parler en public a disparu complètement. Trop bien. Voilà. Trop bien. Incroyable. C'est un autre élément de ton histoire que j'avais envie d'aller chercher là. Genre, je suis en mode sans transition. J'ai envie qu'on rentre dans ce moment de la magie là. Il me semble que c'est par rapport à cette activité de gestion de patrimoine, où à un moment donné, t'es dans un organisme qui te propose, qui te dit comme ça, sans trop y croire, ça serait bien que tu fasses une conférence d'ici quelques mois. Ah, tu parles de ça. Absolument. Et j'aimerais bien que tu racontes le process qui t'a amené à créer cette conférence, le résultat, et on reviendra en arrière sur comment t'en es arrivé là. Ok. Alors, pour la petite histoire, effectivement, donc je crois que ça fait... je commence la gestion de patrimoine, on doit être en octobre, et je décide de faire ma première conférence en janvier. Alors, c'est le process de fonctionnement de l'équipe dans laquelle je suis, mais pour autant... La règle, évidemment, c'est que quand tu rentres dans ce métier, tu connais pas grand-chose, forcément. Donc, normalement, tu es accompagné de ton N+1 ou ton N+2 pour animer la conférence. En gros, toi, l'idée, c'est que tu regroupes ton réseau, tu commences à introduire la conférence, mais c'est pas toi qui l'amène, forcément, parce que c'est quand même un métier ultra technique, et donc, c'est les autres qui l'amènent. Sauf que moi, il n'en est pas question. Je décide effectivement, donc quelques mois après seulement avoir intégré le groupe, de réaliser ma première conférence. En grande pompe, tant qu'à faire, je loue le Grand Hôtel du Midi sur la Comédie. Parce que voilà, j'estime qu'il faut le faire avec classe et panache. J'invite tout mon réseau, donc tout le monde ou quasiment tout le monde répond présent. Donc j'ai une superbe audience. Et en fait, comment je crée cette conférence? Parce qu'on est d'accord que la technicité me manque. En fait, quelques jours avant la conférence,
je décide. Or, c'est même pas je décide. C'est qu'un matin, je me lève, et ça tourne, hein, forcément. Je me dis, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu mets dans cette conférence, finalement? Et donc, un matin, je me lève, je vais dans ma salle de bain, je m'enferme, je m'assois par terre, je me mets en état d'auto-hypnose, parce que, je te le raconterai après, mais j'ai appris à m'auto-hypnotiser. Et là, je décide de demander à mon subconscient de créer la conférence, en état d'auto-hypnose. Donc, en quelque chose comme 30 minutes, je crois, je crée la conférence. Et cette conférence, mais je la vois, hein, c'est-à-dire qu'elle est créée de but en blanc, j'ai tout mon contenu, je sais absolument, je vois tout, je sais à quel moment j'introduis, qu'est-ce que j'y mets, je vois les slides, je vois tout, absolument. Et quand je sors donc de mon état, vite, voilà, j'écris tout ce que je dois écrire pour pouvoir la retranscrire. Et mot pour mot, c'est ce que j'ai livré quelques jours après à cette fameuse conférence. Waouh. Et les conséquences de cette conférence? Mon premier million de chiffre d'affaires. Waouh. Incroyable. Tu as un premier business que tu complètes avec un premier business dans l'organisation de mariage, que tu complètes dans la formation de femmes sur ce métier-là. 77 personnes formées. En parallèle, tu fais une autre activité d'organisation de séminaires en parallèle, en cohésion avec quelqu'un, on va dire. Tu as envie de passer à autre chose, donc tu vends ta première entreprise. Parmi les opportunités qui se créent, il y a l'immobilier, mais il y a aussi la gestion de patrimoine. Le système de la gestion de patrimoine pour développer une activité à sa clientèle, etc., c'est notamment la conférence. Toi, tu te dis, quitte à faire les choses, autant les faire en grand. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais merci d'avoir cette énergie parce qu'elle me teinte et on va faire un truc grand. On y reviendra à la fin. Et donc du coup, grande pompe, il y a combien de personnes à cette conférence? Une centaine. Une centaine de personnes. Et du coup, toi, tu te dis, je veux me préparer, et tu fais appel à un outil d'auto-hypnose qui va te permettre d'aller chercher des ressources à l'intérieur de toi. On va venir après sur pourquoi, comment. Tu canalises ces informations. Je crois qu'il y a ton corps qui réagit aussi pendant la canalisation, non? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Alors en fait, moi, je sais que j'atteins l'état d'auto-hypnose parce que, comme quand tu es en hypnose d'ailleurs, avec mes mains qui réagissent. Et en fait, au final, normalement, c'est vrai que pour t'auto-hypnotiser, en fait, il faut que tu imagines que quelque chose lève ton bras, donc ton bras le plus léger se lève. Et c'est ça qui fait qu'on sait que réellement tu es en état de conscience modifié. Et le fait est qu'à la fin, du coup, de mon état d'auto-hypnose, de ma création de conférence, je me retrouve dans ma salle de bain assise par terre, mais mes deux mains en l'air. Voilà. Tellement ça a été, voilà. Et tout ça de manière semi-consciente, c'est-à-dire je sais ce qui se passe, je vois ce qui se passe, mais je peux pas le contrôler. Non. Pour moi, il y a comme la magie qui est en train de se passer. Et je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais il y a un truc comme quoi la magie, c'est juste qu'on ne sait pas encore expliquer. Complètement. Et je crois sincèrement qu'on a tous un espèce de potentiel à l'intérieur de nous qu'on n'imagine pas, et pour lesquels il y a les neurosciences qui se posent des questions aujourd'hui, qui vont visiter les comportements du cerveau face à certaines situations. Je pense notamment à Corinne Sombrin avec la transcognitive qui a du coup fait. Tu connais un peu le personnage? Ouais. Et donc du coup ces expériences de transe chamanique l'ont amené à mettre de la science par-dessus, et elle s'est rendue compte que la transe du chaman, c'est un potentiel cognitif accessible à tout le monde, mais par contre elle étudie qu'est-ce qui se passe là-dedans parce qu'on sait pas, et qu'il y a des choses incroyables qui se passent. Et donc du coup je crois que tu fais l'expérience à ce moment-là de cette forme de magie qui n'est ni plus ni moins qu'une technologie qu'on connaît pas encore. Mais complètement. Et bordel, t'as vu le film Dune? Non. Alors Dune, moi je trouve ça incroyable parce que en gros ça dit l'humain a développé les compétences de la machine à son maximum, la machine s'est retournée contre lui, il a gagné la guerre contre la machine, mais du coup il s'est dit si je peux plus faire les trucs avec la machine, il faut que ce soit moi qui les fasse. Et il a développé le potentiel de l'humain à tel point qu'il y a certaines personnes qui sont comme des ordinateurs, qui vont pouvoir faire des calculs qu'on n'est pas supposé pouvoir faire, et notamment un groupe qui s'appelle le Bene Gesserit, un groupe de femmes qui développent des compétences pour percevoir ce qui se passe chez les autres, modifier ce qui va se passer chez les autres, et comme développer des compétences psychiques. Et il y a une part de moi qui se raconte que je ne sais pas de quoi l'humain est capable, mais j'ai fait des expériences. Ton histoire, c'est le témoignage d'une expérience où on ne sait pas. Et parce qu'on ne sait pas, arrêtons de croire que c'est pas possible. Arrêtons de croire que c'est possible et commençons à faire des expériences et allons-y. Et justement, comment est-ce que tu en es arrivé à faire ces premières expériences, toi? Il s'est passé quoi dans ta vie pour que tu en arrives là? Une rencontre. Donc je suis gestionnaire de patrimoine à ce moment-là. On est en séminaire technique, vraiment de gestion de patrimoine.
Donc, on a regroupé, je pense qu'on est une cinquantaine, je me souviens plus trop, mais une cinquantaine dans un domaine un peu retiré, pas très loin d'ici d'ailleurs. Tu le connais peut-être d'ailleurs, le domaine de l'étoile. Il y a beaucoup de tantrisme là-bas. Le hameau de l'étoile. Le hameau de l'étoile. Voilà. Ah oui. Ben voilà, ben c'est là-bas. Ça se passe là-bas. Trop bien. Ça se passe là-bas. Et en fait, ce séminaire est organisé donc par moyenne plus 2. Donc, qui est un vrai personnage, qui est un mec ultra calé dans son domaine, mais on sent directement quand tu le rencontres qu'il y a autre chose en fait. Tu vois. Et en fait, moi je ne connais que lui à ce moment-là. Et là, je découvre sa femme qui vient avec nous en séminaire. Et cette nana est thérapeute. Mais thérapeute un peu, la thérapeute complètement perchée en fait. Donc en gros, elle commence... Définis un peu perché, parce que c'est important. Perché pour moi, c'est l'opposé de ce que je suis à ce moment-là. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui croit et voit des choses non tangibles, qui relèvent de la magie en fait, pour moi, en tout cas. Et cette nana, en fait, elle décide de nous proposer des expériences, comme tu dis. La première expérience commence à la fin de la journée ultra technique par... On se retrouve dans une salle, on s'assoit tous par terre et on va méditer. Moi, la méditation, je ne sais pas ce que c'est à ce moment-là. Donc, mais ok, moi, je joue le jeu, j'aime bien jouer le jeu, donc je m'assois comme tout le monde. Et là, en fait, elle commence à nous expliquer que le but de cette méditation, c'est de voir des couleurs. Elle nous le vend comme ça. Ok, je ne sais pas de quoi elle raconte. Franchement, je me dis, qu'est-ce que tu racontes ? Mais ok, allons-y. Et le fait est que, à ce moment-là, sans le savoir, je suis sujette à l'hypnose, en fait. Et elle nous met dans cet état de conscience modifié. Et du coup, je rentre clairement dans la méditation. Et là, truc ultra étrange, je vois des couleurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai les yeux fermés. Donc, c'est une méditation guidée, elle parle. J'ai les yeux fermés. Et en fait, curieusement, j'ai comme imprimé les gens autour de moi. Sauf que je ne les vois pas, mais je vois des couleurs à la place. Et moi, je me vois comme une espèce de lueur autour de moi, mais ultra violente, quoi. Violette. Voilà. Donc, ça commence comme ça. Trop bien. Donc, quand on sort de là, moi, je suis quand même ultra curieuse, quoi. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Et en fait, elle nous propose un rendez-vous individuel, après coup, pour qui veut venir discuter de tout ça. Donc, évidemment, j'y vais. Et là, elle m'explique, en fait, que ce que je viens de voir, c'est des auras. Donc, j'étais évidemment pas... Je savais pas du tout ce qu'était une aura. Voilà comment je commence à rentrer finalement dans le monde parallèle. Ouais. Il y a... il se passe plein de trucs à l'intérieur de moi quand tu parles de ça. On vit dans une société où ces choses-là, ça peut faire peur. Et je crois que c'est important pour que ces choses puissent se déployer dans notre société. Ce que j'appelle ces choses, c'est potentiel. Pour que ça puisse se déployer, il faut qu'on respecte le rythme de la société. J'ai fait des expériences qui sont relativement fortes. Je suis pas sûr qu'on en parle aujourd'hui. Ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast. Mais en fait, autant j'ai fait l'expérience de combien c'était vrai, autant ça me fait peur, mais incroyablement peur, alors que je l'ai goûté. Et j'imagine toutes ces personnes qui n'y ont pas encore goûté et la peur que ça peut représenter, qui va se manifester par un c'est quoi ces gens perchés là qui vont même pas ouvrir ça. Et je trouve ça d'autant plus formidable que quelqu'un comme toi, avec un esprit aussi cartésien, aussi je sais pas comment dire, notable dans la société. Je dirais notable dans le sens où tu as un achievement très patriarcal à travers un business qui a très très bien fonctionné et qui ouvre une porte à quelque chose. Je vois beaucoup de courage là-dedans, de dire j'ai réussi avec des conventions qui m'ont fait très bien réussir, mais je garde une ouverture à des choses que je comprends pas. Mais tout le monde n'a pas accès à ça, et je crois que c'est ça pour moi le but de ce podcast, c'est de respecter l'endroit où se trouvent les gens en ce moment. C'est bizarre. Et je vois que ça te fait réagir. Ouais, ça me fait réagir parce que tu sais, souvent on nous dit pour agir, pour faire, il faut avoir confiance en soi. Il faut développer sa confiance en soi. Ouais. Et en fait, je crois pas que ce soit ça. Je crois que ce qui manque aux gens, c'est pas la confiance en eux, c'est le courage. Honnêtement, tout le monde a la trouille. Ouais. Voilà, c'est la vie d'avoir peur. C'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est derrière chaque grande peur qui se trouve des choses extraordinaires. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est pas la confiance en soi qui fait que tu agis. C'est le courage d'agir. Ouais. Et ça, moi, je bataille contre ça parce que
Je te jure, j'entends trop souvent des gens dire « Ouais, mais j'ai pas confiance, je suis trop ci, je suis trop là, mes parents m'ont pas... » C'est bon, on est tous adultes. À un moment, prends ton courage à deux mains et va expérimenter. Tu risques quoi, en fait? Ouais. Et c'est marrant parce que j'observe que la peur, elle prend des formes qui sont très amusantes. Hein. Tu sais, quand on devient adulte, on n'est plus des enfants, tu vois. Donc nous, on n'a pas peur. Non, nous, on est juste... non, mais ça n'existe pas, ça. Ouais, c'est la même chose. Mais complètement. Oui, bien sûr. Alors oui, j'y crois pas, quoi. Bah voilà. Alors que je me fais l'idée que quand on n'a pas peur, on se pose pas la question, en fait. C'est genre, ah bon, c'est quoi? Tu sais, il y a de la curiosité à l'intérieur. Il y a pas un jugement qui se met devant en mode, ouais, non. D'ailleurs, c'est marrant parce que pour faire un exemple avec qu'est-ce qui m'amène à penser comme ça, pendant très longtemps, pour moi, c'était inconcevable d'imaginer de la sensualité avec un homme parce que moi, je suis pas un mec pédé, tu vois. Et donc, du coup, ma meilleure réponse à ce truc-là, c'était en mode, mais non, je veux pas toucher un homme, je suis pas pédé, moi. Mais parce qu'en fait, j'avais peur de ce que ça voulait dire. Et en fait, grâce à mes expériences, j'ai vécu que, ouais, je peux toucher un homme, ouais, je peux vivre une forme de sensualité, une forme de toucher qui a pas la même saveur qu'avec une femme, mais que ça veille pas les mêmes choses à l'intérieur de moi et que du coup ça fait non, ouais, enfin je me sens pas dans le rejet, je me sens juste dans ok, on peut vivre quelque chose et en fait je vois que je suis pas intéressé par d'autres choses, quoi. Mais il y a plus ce rejet frontal qui était le reflet de ma peur. C'est marrant parce que quand tu parlais de ça, quand tu disais en fait on fait comme si ça n'existait pas parce qu'on a la trouille, ouais. J'ai pensé à la même chose que toi. C'est le même exemple qui m'est venu. Ok. C'est très drôle. Vas-y, mets-le en moi. Mais ouais, c'est que en fait la sexualité est très proche de tout ça. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui est suffisamment ancré finalement dans ce qu'il est, dans ses convictions et tout ça, n'a peur de rien, n'a pas peur d'expérimenter. Et celui qui a la trouille d'expérimenter, c'est qu'il est bancal, en fait. Il a la trouille, ni plus ni moins. Ouais. Mais clairement, oui. Trop cool. Alors, ok. Il y a cette proposition de conférence, tu vas te mettre en état d'auto-hypnose pour aller chercher l'information que tu vas mettre en forme rapidement derrière. Il y a tout un process, mais ça, à la limite, on en parlera dans la dernière partie de la vidéo. Mais par contre, là, on était revenu en arrière sur cette personne qui t'a éveillé à cette forme de potentiel. Et donc, du coup, la première expérience, c'est assis-toi par terre, alors que pourtant... c'est pas très mainstream ce truc-là, du coup tu le fais. tu te mets en mode méditation, tu joues le jeu. Pour le coup, hein, ouais. dans l'assistance, il y a des gens qui refusent. Ah bah oui. Il y a des gens qui n'y vont pas du tout, quoi. Ouais. Non, mais nous, au-dessus de ça, tu vas pas nous faire nous asseoir par terre quand même. Et voilà. Toi, t'acceptes, tu joues le jeu, tu fais preuve de curiosité, et là-dedans, je vois une grande forme de confiance en toi déjà, rien que là-dessus. Par la suite, elle vous fait faire une méditation où elle vous invite à avoir de la couleur. Tu vois beaucoup de couleurs, et d'ailleurs, ça me rappelle à Corinne Sombrin qui explique dans son initiation au chamanisme qu'à un moment donné, quand elle apprend à rentrer dans l'état du chaman, elle voit la personne qui vient en soin alors qu'elle est en train de taper sur son tambour, qu'elle pousse ses chants, elle ferme les yeux, elle continue à voir la personne, mais dans une autre forme. Ça me fait tout à fait penser à ça. Et encore une fois, derrière, elle a mis, je veux dire, c'est quand même un diplôme à l'université de Paris, quand même. Ah oui, non, mais bien sûr. Donc, il y a un vrai truc derrière. Et donc, du coup, toi, l'expérience que tu en fais, ce sont des couleurs. Du coup, tu te dis, OK, il y a quelque chose qui se passe. Comment est-ce que tu progresses dans ta rencontre avec ce truc-là, cet état? Jusqu'à ce moment où tu vas te dire, pour la conférence, je vais canaliser l'information. Alors, en fait, au moment où je la rencontre, elle, donc, pendant ce séminaire, elle nous montre plein de choses. Elle nous montre... qu'est-ce que c'est qu'on fait? Je me souviens plus trop, mais la chose dont je me souviens, c'est d'aller expérimenter le contact avec les arbres. Donc elle nous dit voilà, que les arbres ont une respiration, sont là, sont vivants, et du coup nous invite à ressentir ça, et je le ressens très clairement. Donc ça, je m'en souviens bien. Après, honnêtement, à ce moment-là de ma vie, finalement, sauf pour la conférence où réellement je me sers de cet état d'auto-hypnose, je vais pas vraiment foncer là-dedans. Si tu veux, c'est sous-jacent, je sais pas comment te dire. C'est dans ma vie. En parallèle, je commence à apprendre, mais sans l'apprendre parce que je mets pas de mots dessus, la loi de l'attraction. C'est-à-dire que sans même le savoir, finalement, je rentre beaucoup dans un process de visualisation, de ressenti, d'appeler ce que je veux. Et en fait, ça se crée. Ouais. Donc, à ce moment-là, franchement, j'ai l'impression que tout ce que j'appelle se crée, clairement. Mais je le conscientise pas. C'est-à-dire, je ne sais pas que je le fais. Je sais pas comment dire. À un moment, malheureusement, dans ma vie, mon quotidien, mon fameux yang me rattrape et j'arrête tout ça. J'arrête tout ça, je me focalise sur mon business, j'y vais plein fer. Heureusement que ça ne vient qu'après avoir bâti, parce que sinon,
Je serais peut-être pas devant toi aujourd'hui à en parler. Mais en tout cas, ma connerie a été vraiment de mettre tout ça de côté, comme si je n'avais plus besoin, je sais pas. Et là, la descente aux enfers est arrivée, clairement. Ok, dis-nous. Je sais même pas, tout a explosé en fait. Tout a explosé. Ça commence par mon bâtiment qui prend feu. Ça commence par un autre investissement que j'ai à Toulouse, où le toit s'écroule. Parce qu'un diagnostiqueur a mal fait son taf, n'a pas vu qu'il y avait, que le toit était attaqué. Je rentre en procédure, l'expert judiciaire, qui est pote avec le diagnostiqueur, considère que, vu qu'il n'intervient qu'un an après la découverte, peut-être que les bestioles sont arrivées pendant cette année-là, et dit même qu'on n'est pas sûr que s'il n'y avait pas eu les bestioles, ça ne se serait pas écroulé. Alors que c'est colossal. Ça me coûte 150 000 € à cette époque-là. Mon bâtiment prend feu, donc ça met 18 mois parce que les assurances se mettent en route, alors qu'il n'y a pas de problème. 18 mois, je suis comme ça, parce qu'il faut que j'avance, il faut que... je crame toutes mes économies. Mon compagnon décide de se barrer, donc c'est la suite logique. Ouais. Tout explose. Les banques, dont mon business est bâti quand même sur de l'investissement clé en main, principalement pour les expats, et les banques, du jour au lendemain, ferment les vannes. Mon business disparaît du jour au lendemain. Sauf que moi, j'ai des dossiers en cours, j'ai des clients, enfin voilà, des projets à mener au bout. Il est hors de question que je les plante. Donc, je crame mes dernières économies pour terminer leur projet, pour planter personne finalement. Et j'ai réussi à déposer le bilan de ma société après avoir vraiment tout cramé. Là, dernièrement, parce que il fallait que j'ai fini, quoi. Ouais. Donc, si tu veux, j'ai passé 2 ans et demi, 3 ans d'enfer sur Terre, clairement. Et à la fin enfin, même pas à la fin, mais il y a quelques mois de ça, quelqu'un m'a ramené, en fait, à la raison. Mais à la raison m'a ramené à ce que je suis, en fait. Donc, pour la petite histoire, il y a quelques années de ça, j'ai un gamin qui a 13 ou 14 ans à l'époque, qui est fan de moi, donc qui est le petit-fils de quelqu'un que j'accompagne dans la gestion de patrimoine. Et ce gamin, je ne sais pas pourquoi, se prend d'admiration pour la femme que je suis. Et il me casse les bonbons tout le temps, il veut que je le prenne en stage, il est là, quoi. Bon, il ne me sert à rien, mais moi, je le prends. Et... 2 ou 3 ans après le premier stage, il revient à moi en me disant « Ouais, Inès, reprends-moi un stage. Hein. » Et je lui dis « Écoute, non, à un moment, c'est bon, je peux pas, j'ai pas le temps, en fait, j'ai pas le temps de t'accompagner. » Et je lui dis « Quand tu as du fric, quand tu as 20 ou 30 000 €, tu reviens vers moi et je vais t'accompagner, on fera ton premier investissement. » Il y a 6 mois de ça, il m'appelle. Il me dit « Ça y est, Inès, j'ai mes 20 000 €. Qu'est-ce qu'on fait ?» Ok, viens. Donc, on commence à discuter. Donc, j'ai ce gamin qui a 18 ans maintenant, 19, ouais. Il vient là et donc voilà, on commence à échanger. Donc je le programme sur un investissement. Et j'ai pas vu sa mère donc depuis au moins 6 ou 7 mois, j'en sais rien, ou presque un an, j'en sais rien. Or sa mère, en fait, finalement, elle a été ma cliente, de fil en aiguille parce que son père l'était et compagnie, mais pas plus d'affinité que ça. Et je sais pas pourquoi, quand le gamin sort du rendez-vous, j'envoie un message à sa mère en disant « Écoute, voilà, je viens de voir ton fils, je suis ravie, nana, j'aimerais beaucoup aller boire un coup avec toi. » Et immédiatement, elle dit « Ouais, avec grand plaisir. » On programme donc notre rendez-vous quelques jours après. On s'assoit, on était au Hall du Lez, je me souviens encore. Et là, elle me dit « Inès, écoute, il faut vraiment que je te pose une question. » Ok. Elle me dit « Est-ce que tout ce que tu as bâti jusqu'à maintenant, là, tout cet empire que tu as créé, est-ce que c'est grâce à la loi de l'attraction ?» Voilà, les bras me tombent, je te jure. Parce que j'ai jamais parlé de ça à cette nana et compagnie. Je dis « Mais pourquoi tu me parles de ça ?» Elle me dit « Je suis sûre que c'est ça que tu as fait. » Et effectivement, oui, c'était ça que j'avais fait. Et en fait, elle me dit, je viens de découvrir ça et tu peux pas savoir les choses extraordinaires qui sont en train de m'arriver. Et elle me raconte son parcours qui est juste oufissime, parce qu'elle a vraiment, elle, compris comment manifester, comment, en fait, créer tout ce qu'elle veut, quoi. Et c'est incroyable. Et en fait, c'est elle qui me replonge là-dedans. Et elle me dit, mais pourquoi tu as arrêté? Mais j'ai pas su répondre à cette question parce que la vérité, c'est que je sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, maintenant, où elle m'a refait prendre conscience que, oui, que je suis ça, en fait, et que je refais, il m'arrive à nouveau des choses extraordinaires.
On va aller vers les trucs extraordinaires et notamment la façon dont t'as fait apparaître 100 000 euros dernièrement là. Mais avant ça, j'ai envie de te poser une question parce que je crois que ça parle beaucoup de moi aussi. J'ai l'impression que quand je suis en confiance, quand je suis en tranquillité, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de moi qui me dépassent. Genre, tu sais, c'est un peu comme l'état de flow. Je sais que chez les sportifs, il y a comme un état où ils sont plus vraiment... ils sont dans un autre monde et qui les font surperformer. Ça peut être soulever des charges extrêmement lourdes. Pour d'autres, ça peut être manifester des talents dans le basket ou d'autres choses. Et je me rends compte que des fois, un peu comme... t'as vu le film Vice Versa 2 ? Non. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je l'ai pas vu. Ouais. Bah, il y a un moment donné où il y a de nouvelles émotions qui apparaissent. À la base, il y en a... On s'en fout. Il y en a une qui apparaît qui s'appelle anxiété et qui en fait fait des projections tout le temps de qu'est-ce qui pourrait se passer et qui agit dans tous les sens pour être sûr que ça n'arrive pas. Et ce faisant, qui se déconnecte de tout et notamment du potentiel. Et c'est marrant parce que je spoil un peu, mais c'est le moment où anxiété lâche complètement. En fait, elle va au bout de son truc et qu'il y a tout qui se casse la gueule, mais absolument tout qui se casse la gueule. Qu'à partir de là, elle rentre dans le flow et qu'elle manifeste son plus gros potentiel. Et j'ai la sensation que il y avait un état de tranquillité à l'intérieur de toi au moment où tu as lancé la gestion de patrimoine parce que tout te souriait à ce moment-là. Et du coup, tu étais sereine, tu étais ouverte. Et donc, du coup, il y a ce truc-là qui est rentré dans ta vie, tu as essayé, ça a marché. Et je pose ça sous la forme d'une question parce que je sais que c'est ce qui aurait pu m'arriver, mais la peur de perdre cet empire m'aurait probablement enorgueilli de quelque chose. Et je crois que c'est sensiblement ce qui m'est arrivé dans mes business avant. Et m'a coupé de mon pouvoir quelque part. Et du coup, je me demande, ça te fait quoi quand je te dis ça ? Comment tu mets du sens sur ce qui a facilité ton déclin quelque part ? Alors honnêtement, je crois pas. J'ai jamais eu le sentiment d'être arrivée. Ok. C'est pas quelque chose que... tu sais, j'ai été élevée... ma mère est quelqu'un de très terre à terre aussi. Il m'a toujours dit, fais attention, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Donc j'ai toujours eu ce truc en fond de truc. Donc franchement, je pense pas que je me sois sentie arrivée. Je crois juste que je me suis laissée dépasser. C'est-à-dire que j'étais la tête dans le guidon, vraiment. J'étais en ébullition permanente, en suractivité cérébrale tout le temps. Et je me suis déconnectée, en fait. C'est-à-dire que j'étais tellement dans l'opérationnel que j'ai pas vu les choses arriver. J'ai pas vu les choses arriver et en fait, je n'avais plus le temps d'être moi. C'est con, hein, ce que je te dis, mais j'étais vraiment... j'étais devenue un bulldozer, en fait. Ouais. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça fonctionnait parce que je surcompensais. En fait, c'est ça. Je surcompensais tout le temps. Parce que j'ai malheureusement le truc de... À l'époque, en tout cas, plus maintenant, mais à l'époque, de très mal m'entourer. Et j'ai des gens qui venaient à moi parce que forcément, la réussite attire. Et sauf que j'attirais des trucs catastrophiques. Et des mecs qui en ont profité, qui m'ont fait de tout. Alors, j'en suis purement responsable, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais le fait est qu'ils ont aidé à mon déclin, clairement. Parce que je les ai pas contrôlés, parce que je les ai pas vus arriver, parce que je suis foncièrement confiante dans la vie. Que, sauf qu'il y a des gens mauvais, il y en a plein, quoi. Et sauf que moi, c'est pas mon ADN. Et du coup, j'ai vraiment pas le sentiment de m'être cru arriver, parce que je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Quand tu te crois arrivé, tu te casses la gueule. L'univers est là pour te taper à la porte et te dire attention, t'as pas bien compris quelque chose. Mais je crois pas que ce soit ça. C'est vraiment une déconnexion avec moi-même. Ouais. Alors je me suis mal exprimé parce que c'est pas la sensation d'être arrivé, mais c'est la peur de perdre quelque chose. Je vois dans le cadre de mon activité. Peur de perdre la considération des gens autour de moi, donc du coup je faisais toujours plus. Peur de perdre le chiffre d'affaires, donc du coup je faisais toujours plus. Et ce faisant, en fait, je l'ai fait s'écrouler malgré moi. Et c'est le jour où j'ai commencé à ralentir, parce que de toute façon j'avais plus les ressources. Et que d'un seul coup il y a à nouveau du business qui est arrivé, il y a notre rencontre aussi qui est arrivée. Et ouais, ça fait quoi du coup quand j'apporte cette nuance ? Alors je crois que c'est pas ça. Mais par contre, ce que tu dis me parle. Je crois qu'en fait, ma réussite était tellement importante. Je fréquentais un milieu très masculin. Je pouvais plus me permettre je pouvais pas afficher. Je pouvais plus me permettre d'afficher cet autre côté de moi. Donc, si tu veux, je crois que je me suis interdit finalement de me connecter à des choses intangibles. Et parce que j'étais trop rentrée dans ce milieu
c'était même pas cartésien. C'était de l'investissement, c'était des investisseurs, c'était des mecs à très haut poste, c'était des gars à l'opposé de ça finalement. Et du coup, je crois que je me suis calquée à ce qu'ils sont eux. Bah, ça tombe bien. Ça tombe bien que tu apportes cette nuance, parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, qui auraient comme un potentiel à l'intérieur d'eux, qu'elles camouflent parce qu'elles sont dans une société où ça aurait pas trop sa place. Et j'ai la sensation que c'est une réponse à ça que tu apportes avec ton académie que tu es en train de développer. Comment tu aurais envie d'introduire ce truc-là, du coup? Alors, en fait, l'idée, c'est de dire... Alors, honnêtement, je suis pas encore, moi, totalement à l'aise avec ça. Vas-y. C'est-à-dire que autant je suis aujourd'hui convaincue que c'est vers ça qu'il faut aller. C'est-à-dire qu'il faut oser, il faut aller expérimenter, il faut développer ce côté intuitif, ce côté extrasensoriel qu'on a toutes, j'en suis convaincue, même tous peut-être, mais en tout cas, moi, les femmes, voilà, pour mieux connaître ce côté-là, je suis certaine. Mais le fait est qu'aujourd'hui, même moi, je suis pas complètement à l'aise avec le fait de le dire au grand jour. Ouais. Tu vois ? Parce que effectivement, c'est ce que tu dis, c'est que la société, finalement, n'est pas vraiment prête à ça. En tout cas, une partie de la société n'est pas vraiment prête à ça. Et le regard de l'autre, l'air de rien, il est pesant, quoi. Il est pesant. Pourtant, c'est une vaste connerie. Parce que dans les faits, qu'est-ce que ça peut te faire ? Qu'est-ce que ça peut te faire que Tartampion considère que tu racontes... On s'en fout. En fait, parle aux gens qui y croient, ou en tout cas qui ont ce truc. Mais alors, j'y vais de plus en plus quand même, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, ce que j'ai envie de bâtir, c'est des choses qui vont aider vraiment ces femmes, parce que c'est vraiment mon créneau, ces femmes à se révéler. Mon académie s'appelle Révèle-toi, parce que je suis convaincue qu'aujourd'hui, on nous a fait croire pendant très longtemps que être une femme, ça supposait des choix. C'est-à-dire qu'en gros, tu es entrepreneur, ou tu es mère, ou tu es femme, et que tu peux pas tout faire. Ben moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, en fait. Tu peux être entrepreneur et mère, tu peux être entrepreneur, mère et femme, tu peux être entrepreneur, mère, femme et amante, tu peux être tout ce que tu veux. Sauf qu'aujourd'hui, il faut te l'autoriser. Et Révèle-toi, c'est ça. Révèle-toi, c'est vraiment un accompagnement, au sens le plus large du terme, pour permettre à ces femmes d'oser être qui elles sont. Et si ce qu'elles sont, c'est d'aller chercher des choses intuitives, c'est aller chercher des dons qu'elles ont en elles, mais il faut y aller, en fait. Il faut y aller, et on s'en moque que ça plaise pas à tout le monde. Moi, j'ai vraiment ce sentiment de plus en plus. Il y a des années que je le pense, mais là, je trouve que ça se crée de plus en plus. Il y a un fossé qui se crée. Il y a vraiment un fossé qui se crée entre des gens qui ont touché du doigt, finalement, ce monde un peu parallèle, et ceux qui continuent à dire, comme tu dis, ça n'existe pas, je veux pas en entendre parler. Et on va se retrouver, à mon sens, à un moment, avec deux espèces d'entités qui vont avoir vraiment du mal à communiquer. Et pour moi, les femmes aujourd'hui, elles ont cette responsabilité d'aller chercher ça en elles, parce que c'est grâce à elles, je pense que ça va venir, et que le lien peut être fait. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. C'est important, je veux dire, si c'est ta réalité, c'est la réalité d'autres personnes. Et tu vois, quand tu me parles quand tu me partages ta réalité, je suis au contact d'une réalité qui est chez moi, et de l'homme qui n'a pas d'autre place que celle de nourrir le foyer, et qui, ce faisant, doit être dans l'action permanente, et du coup se donne pas la place à autre chose. Et je me rends compte qu'on est dans une société qui nous raconte des choses à chacun, quel que soit notre genre, quelle que soit notre identité, quelle que soit notre nation, et que c'est le temps de se rendre compte de cette prison mentale qu'on a laissé se construire autour de nous. Et je pense qu'elle était importante parce qu'on vivait dans une société où la vie était beaucoup plus rude, je veux dire, pour avoir du pain sur la table, pour faire grandir une famille, et qu'aujourd'hui on a la chance d'être dans une vie un peu plus confortable, et que du coup c'est une nouvelle problématique qui nous pousse à nous poser la question de c'est quoi la croyance que j'ai envie de développer. Et je crois en effet que les femmes auxquelles tu t'adresses ont un rôle à jouer. Et je suis convaincu qu'il y a plein d'hommes aussi qui ont un rôle à jouer, et qui doivent rencontrer d'autres hommes qui se sont éveillés à leur propre chemin. Donc tous les jours, la femme a quelque chose à apporter. Tous les jours, toi qui écoutes ce podcast et qui a ouvert une porte à l'intérieur de toi, tu peux aider d'autres personnes qui te ressemblent à ouvrir cette porte-là aussi, quel que soit ton genre, quel que soit ton non-genre, quelle que soit ton identité au final. De quoi tu penses ? Je laisse descendre là. On a dit dans le podcast que dans ton identité tu portais quelque chose de très fort, qui était cette réussite notable
notable dans la société. J'aime beaucoup ce mot que tu m'as donné là parce qu'il est important pour moi. Qui fait de toi comme un symbole de réussite quelque part. Donc du coup quelqu'un de crédible et qui ajoute à cette crédibilité un truc qui était indicible à l'époque, mais qui aujourd'hui pousse très très fort dans ta vie en mode sachez que ce qui est parmi les choses qui m'ont permis de réussir, ce qui m'a donné l'élan à un moment donné, ça a été notamment l'ouverture à quelque chose de plus éthéré, bizarre, mais avec un non-jugement de ta part qui a juste dit on va essayer, on va voir. T'as développé ton business. Ce business s'est écroulé parce qu'il y avait des process à l'intérieur de toi qui étaient en correspondance avec ce qui était attendu et pas ce que tu avais goûté à une époque. Tu as chu. Et dans cette chute, il y a un moment donné où il y a quelqu'un qui te fait goûter à nouveau à ce truc de la loi de l'attraction, qu'on pourrait appeler magie, qu'on pourrait appeler plein de trucs, mais à la limite, on s'en fout de comment on l'appelle parce que ça va nous empêcher l'accès à ce truc-là. Et du coup, j'ai envie que tu nous partages comment est-ce que tu as fait apparaître une grosse somme d'argent dernièrement, parce que ça va être le trait d'union avec l'art derrière. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on aide des femmes à faire apparaître dans leur vie un moyen de créer leur liberté financière? Alors, en fait, je me suis engagée dans un challenge. Ouais. Donc, en fait, je suis quelqu'un qui est sur les podcasts, qui fait un podcast comme le tien, sur la loi de l'attraction. Elle est vraiment spécialisée en ça. Elle vit aux États-Unis aujourd'hui. Et, les francophones, hein. Mais du coup, elle a lancé un challenge au mois de décembre ou novembre. Bon, peu importe, je sais plus quel mois. Sur 30 jours. Sur 30 jours, et en fait, cette nana dit, voilà, je vais vous faire quelque chose tous les jours. Pendant 30 jours, vous allez le suivre. Donc c'est de la magie, mais pas de la magie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des actions concrètes. Elle appelle ça des actions à inspirer. Et c'est totalement ça, quoi. C'est-à-dire que si tu appelles la loi de l'attraction assis dans ton canapé, il se passera rien. Donc elle est vraiment dans ce truc de dire, voilà, il y a quelque chose effectivement d'un peu magique, mais pour autant, il va falloir agir pour que ça fonctionne. Donc 30 jours comme ça. Et le démarrage du podcast, de ce challenge, c'est, tu vas appeler 1000 € pour te démontrer finalement que ça fonctionne. Sauf que moi, 1000 €, je n'ai rien à en faire. Hein. Ça ne me servira pas à grand-chose. Donc, je me dis, moi, 1000 €, je ne vais pas appeler 1000 € parce que, voilà, aujourd'hui, au point où j'en suis, dans ma chute, comme tu dis, 1000 € ne changeront pas ma vie. Et en fait, dans son truc, elle dit, mais finalement, si vous êtes vraiment convaincu de la chose, vous pouvez appeler ce que vous voulez. Je dis, ok, moi, je vais appeler 100 000. Donc, j'appelle 100 000. Et je rentre dans son challenge, mais intimement convaincu d'eux. Hein. C'est-à-dire que, voilà, je le ressens, je sais que ça va se produire. Je sais pas comment, je sais pas. De toute façon, dans la loi de l'attraction, on s'en fout du comment. Il faut surtout pas chercher justement comment. Ce que toi, tu dois faire, c'est le croire, le penser, le ressentir, mettre les actions en place, mais voilà, qui te parlent finalement, mais absolument pas te demander comment ça va arriver, parce que de toute façon, tu vas te planter en le pensant. Donc, je fais ces 30 jours de challenge. Arrive la fin du mois. Bon, mais j'ai pas mes 5 000. Hein. Mais je suis convaincue que je les ai appelés qui vont arriver. Mais je sais pas comment. Et en fait, le fait est que, alors, ils sont pas arrivés matériellement, c'est-à-dire j'ai pas eu 100 000 entre mes mains, mais par contre, j'ai ma dette, puisque quand tu plies une boîte comme la mienne, malheureusement, tu as des dettes. Ma dette qui a été réduite de 100 000 €, et pile. C'est-à-dire que le tribunal de commerce, lors de ma liquidation judiciaire, a annulé 100 000 € de dette. Incroyable. Voilà. Incroyable. Et pourquoi tu voulais manifester 100 000 €? Pour repartir à niveau, pour repartir propre en fait. Alors honnêtement, hein, j'aurais dû manifester plus. Je me dis que ça m'aurait aidé à me lancer, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que j'ai plus de dettes, mais pour autant, j'ai quand même tout à recréer et c'est pas rien. Mais c'est pas grave, je vais le redemander. En tout cas, il y a un truc qui est fort, c'est que quand je te demande pourquoi, en fait, c'est comme pour lisser, pour aplanir. Un reset, ouais. Et c'est comme si tu l'avais eu. Comme si ton intention, c'était pas faire 100 000 €. C'est comme si ton intention, c'était de aplanir et que ça passait par 100 000 €. Et que donc, du coup, c'était ça qui t'était donné. C'était exactement ça. Et c'est là le cœur du truc, c'est que je sens qu'avec ton académie là que tu veux développer, c'est aider les femmes à comprendre comment fonctionne cette magie, ou en tout cas à faire des itérations, de comprendre un petit peu plus comment est-ce que elles peuvent jouer avec cette magie, entre guillemets, ces potentiels qu'elles ont goûté. Parce qu'encore une fois, je reviens à ce truc-là, c'est que comment est-ce que tu as manifesté cette magie dans ta vie?
Une des fois, ça a été notamment, je comprends qu'il y a un potentiel qui s'appelle l'auto-hypnose dans lequel je peux me glisser et je vais émettre une intention de réaliser cette conférence. Et à ce moment-là, ton intention, c'est pas de faire 1 million. Ton intention, c'est autre chose. Mais en fait, cette intention, elle est tellement forte que derrière, le message ça se crée. Qui descend te fait créer 1 million. Et ce que je trouve intéressant avec ça, c'est qu'il y a les femmes, et je reviens sur ce potentiel, c'est que, encore une fois, Corinne Sombrin et la transcognitive, un potentiel dans lequel la science ne sait pas expliquer ce qui se passe là-dedans. Comment est-ce qu'il est possible qu'à un moment donné, et je reprends les propos des médecins psychiatres qui l'ont vu arriver, madame, vous êtes folle. Madame, quand on fait un électroencéphalogramme, c'est-à-dire quand on regarde comment fonctionne votre cerveau, vous êtes en train de partir dans un état qui est proche de la psychose, dans le sens où vous avez de la schizophrénie, vous avez de la dépression profonde, un état maniaque, tout ça en même temps, mais vous en revenez, et ça, c'est pas possible normalement. Et ils savent pas expliquer qu'est-ce qui peut se passer là-dedans. C'est tellement improbable qu'aujourd'hui, il y a un diplôme universitaire à l'université. Donc arrêtons de croire que l'on sait, commençons à comprendre que l'on ne sait pas. Bien sûr. Mais que par contre, c'est le temps d'essayer. Et c'est ça que tu veux proposer à ces femmes-là, de venir essayer avec toi, à trouver l'aplomb à l'intérieur, la tranquillité, la confiance pour venir essayer et se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se crée et derrière, les aider à développer une activité qui va les rendre autonomes financièrement. Totalement. Comment ça se manifeste ton académie aujourd'hui? Comment est-ce que les femmes elles peuvent rentrer en contact avec toi? Qu'est-ce qu'elles vont vivre avec toi là-dedans? Alors en fait, pour moi, le point d'entrée de l'académie, c'est des ateliers. Ouais. Donc en fait, je propose plein d'ateliers différents, alors des choses plus ou moins concrètes, hein, c'est-à-dire là, tu vois, hier par exemple, j'ai animé un atelier sur les ambitions 2025, mais pour autant, les ateliers ne se passent pas comme on peut les imaginer, c'est-à-dire comme quelqu'un de normal peut les concevoir. Moi, il y a toujours ce côté perché, encore une fois. C'est-à-dire que moi, les filles hier ont terminé par un ancrage en méditation et je pense que ça a changé toute la donne. Voilà. Forcément, je crée mes ateliers avec ce que je suis, avec ce que je suis complètement. Donc aujourd'hui, c'est une approche complète que je leur propose et c'est d'aller chercher finalement les ressources qu'elles ont à elles et de leur démontrer finalement que c'est là. Tu vois, hier, par exemple, j'avais une jeune femme que je connais depuis des années, mais qui est ultra terre-à-terre, ultra machin. Et je l'initie petit à petit, tu vois, à ce côté un peu truc. Et hier, elle n'en revenait pas, en fait. Parce qu'elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti. Mais en fait, c'est juste ça que je propose. Venez expérimenter. Arrêtez de dire, comme tu dis, que ça n'existe pas ou j'y crois pas, machin. Et celles qui savent que ça existe, parce qu'il y en a plein. Hein. Il y a plein de nanas qui, au final, comme tu dis, ont vécu des choses déjà, mais ont envie de fermer la porte parce que ça fout la trouille. Mais venez le tester. Parce que honnêtement, aujourd'hui, le modèle qu'on nous propose, rentre dans ta petite case là et n'en sort pas, il est ultra chiant, quoi. Il est ultra chiant. Moi, ce que je propose, oui, c'est de devenir entier, de devenir entière, d'aller oser finalement expérimenter des choses que t'as pas expérimentées. Il y a tellement de choses à découvrir, tellement de choses. Moi, tu sais, dernièrement, j'ai découvert que je suis du magnétisme, je le savais pas. Donc j'ai du magnétisme, mais là aussi il se passe des trucs de ouf. Et de l'intuition, mais mon intuition à moi se manifeste physiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un me parle, j'ai appris à savoir si c'est le moment ou pas. C'est-à-dire que, alors je connais le oui, je connais pas le non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un me raconte quelque chose d'important, hein, parce qu'il faut quand même que je me concentre pour que ça se passe, j'ai immédiatement tout mon corps qui réagit et qui se met à fourmiller sur le côté droit. Voilà, mais je sais à ce moment-là que c'est oui, quoi. Voilà, tu vois. Et quand il se passe rien alors que j'ai besoin de savoir, je sais qu'il y a un guide sous roche, il y a un truc qui... Voilà. Et le magnétisme, c'est pareil. Le magnétisme, c'est... ça va te paraître complètement ouf ce que je vais te raconter. Moi, mon élément, c'est l'eau. C'est-à-dire que je me ressource... Alors, pas l'eau n'importe laquelle, c'est l'océan. Réellement, je ressens une énergie. J'adore, par exemple, je suis une fanat de Biarritz, j'adore aller à l'océan en tempête. Parce que vraiment, pour moi, l'énergie, elle est colossale. J'y suis allée en novembre dernier. Parce que j'avais besoin de me ressourcer, c'est là-bas que je me ressource. Et en fait, je suis allée méditer sur la plage. Et je ne sais pas pourquoi j'étais appelée à un certain endroit. Il fallait que j'aille à cet endroit-là. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, je l'ai testé plusieurs fois parce que je me suis dit, t'es en train d'halluciner, tu deviens folle, ma pauvre fille. Donc, je me suis approchée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les vagues ont reculé. C'est-à-dire, quand j'étais là, je les regardais de loin, il y avait quand même beaucoup de houle. Et quand je m'en suis approchée, ça se calmait. Donc, je l'ai vu. Je ne suis pas folle. Donc j'ai reculé pour recommencer, je suis revenue. Je l'ai fait à 3 reprises. Voilà. Et en tout cas, mon état méditatif, il est resté là, je suis restée peut-être 1 heure. Et pendant tout mon temps, c'était apaisé. Alors que c'est impensable. Voilà. Je sais pas l'expliquer, honnêtement, j'en sais rien. Mais en tout cas, je l'ai ressenti, c'est la vérité, quoi. Je l'ai vu. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, ça, du coup?
Alors moi, je médite beaucoup face à l'océan parce que ça me recharge vraiment en énergie. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai vraiment découvert que j'avais du magnétisme parce que j'ai eu le besoin, quand j'étais là-bas, d'acheter des pierres. Donc j'en ai acheté deux qui m'ont parlé. Et en fait, quand j'ai médité ce jour-là, je les avais dans les mains et elles m'ont brûlé. Ok. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais un truc en fait. Voilà. Tu vois, là, on commence à rentrer dans les trucs qui peuvent commencer à faire peur, sur lesquels on va commencer à avoir du jugement, des choses comme ça. Et c'est super important pour moi de respecter ces espaces de peur, tu vois, de respecter qu'est-ce que les gens vont en penser, ouais. Encore une fois, je reviens sur ce potentiel qui est observé en ce moment. Qu'est-ce que notre cerveau peut faire, mais au-delà de notre cerveau, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous sommes réellement, tu vois. Et je crois que ce que j'observe dans ce que tu dis, c'est juste que ça t'a apporté un peu plus de confiance. Je veux dire, quand je te pose la question de qu'est-ce que ça t'a fait d'observer que quand tu te laisses porter d'une certaine façon, tu vois qu'il y a des interactions, et je sens que ça vient asseoir le truc de « Ok, c'est bon, il y a un truc. Ok, c'est bon, je peux comme y aller. » Un peu comme la rencontre que j'ai fait avec toi, et où je te partage ce rêve éveillé que j'ai fait à un moment donné, où je me voyais devant beaucoup de gens, et où tu me dis « Bah, ça tombe bien, parce que c'est ça, et ça réveille c'est ça qu'on va faire, ouais, voilà, c'est ça qu'on va faire. Et ça réveille le truc en moi, et en même temps, je sens qu'il y a de la peur, mais il y a moins de peur qu'à une époque. Et de toute façon, à cette époque-là, j'aurais pas été en capacité. Alors, tu sais pourquoi aussi il y a moins de peur ? Vas-y. Moi, je l'ai expérimenté, ça. En fait, c'est parce qu'à un moment, dans notre chemin, on rencontre des gens avec qui on résonne. Ouais. Et du coup, la peur s'atténue parce que t'es plus seul. Bah, c'est ça. Et ça, c'est... Et je crois que c'est important ce que tu viens de dire, parce que le but pour moi avec Roots, c'est de créer de la complémentarité entre ce qui s'appelle la médecine et toute cette religion qu'on a autour de la science, etc., avec des choses qui sont complémentaires à cette médecine-là, qui n'est pas toute puissante. Parce qu'encore une fois, je suis devenu infirmier parce que j'avais envie de prendre soin de mon patient. On m'a appris que prendre soin de mon patient, m'installer sur son lit pour lui parler, même si on sait que ça potentialise les médicaments, et ben en fait, on dit il faut perdre du temps avec ton patient. Ouais. Pour en gagner derrière. Et le truc, c'est que la médecine, elle n'a pas compris ce que c'est. Elle croit que c'est perdre du temps, alors qu'en fait, non, c'est un autre métier. Bien sûr. Et je veux créer cette complémentarité-là, et mon message s'adresse à eux. Et pour créer de la sécurité, je veux créer une communauté qui rassemble et qui ressemble à ces gens-là. Ça fait de la confiance. Ok, on peut créer quelque chose. Et toi aussi, tu crées une autre communauté qui est très proche de la mienne. C'est là où je vois la complémentarité. C'est que tu t'adresses à ces gens qui ont goûté cette forme j'ai pas envie d'employer le mot alternatif parce que ça serait comme dire à la place de, alors qu'en fait, c'est choses qui sont comme différentes. Méconnues. Qui pourrait porter le mot de magie, ou en tout cas qui fait peur, mais où tu as fait l'expérience que ça t'a ouvert une forme d'abondance. Et il y a des femmes qui pourraient avoir accès à cette abondance-là, et c'est elles que tu appelles pour faire l'expérience et créer un métier à partir de ça. De la même façon que moi, je veux attirer des gens qui ont fait l'expérience d'un manque dans la médecine et qui veulent créer un métier à partir de ça. Alors tu sais, c'est même pas créer un métier à partir de ça, parce que dans les faits, finalement, ce que je leur apprends peut s'appliquer à n'importe quel métier, y compris le leur. C'est juste apprendre finalement à intégrer tout ça, même dans ton métier. Je te dire par là, c'est que oui, bien sûr, il y a des femmes aujourd'hui qui vont avoir besoin d'avoir un accompagnement complet pour créer une activité, tout ça. Mais ça s'adresse aussi aux gens, aux femmes qui sont déjà en place, qui sont déjà en activité, mais à qui manque un bout, en fait. Tu vois ? Et je suis convaincue que ouais, ce que je vais leur permettre, c'est de devenir entière, encore une fois. Bah ouais. Ça fait tellement de sens pour moi, ce que tu dis. C'est marrant, je sais pas pourquoi j'ai ça qui vient en tête, c'est probablement parce qu'on est l'oracle des alchimistes qui est là. Mais les médicaments, c'est notamment quelqu'un comme Paracels qui a facilité leur développement. Et Paracels, c'est quelqu'un qui, à travers l'alchimie, a beaucoup étudié la matière et et des substances, et s'est rendu compte que ce qui crée le poison, c'est la quantité de substances. Et donc, du coup, il a créé les premiers médicaments comme ça, et en répondant à cette demande-là, il a créé une forme de richesse qui est parce qu'il avait une solution à des problèmes, ça a créé de l'entrepreneuriat, ça a créé une richesse. Je sais pas si c'est de l'argent qu'il a fait avec ça, mais en tout cas, il a fait pousser son nom, il a fait pousser tout ça parce qu'il le cherchait, mais parce que ça crée de l'abondance pour lui, pour les autres. Et je crois que c'est ça le truc avec une activité entrepreneuriale, c'est que ces outils qu'on a à l'intérieur, si on leur laisse la place, il y a quelque chose qui peut se créer. Et après, il y a des gens comme toi qui ont des compétences entrepreneuriales en plus, qui permettent de se rendre compte de la valeur, de créer un système de business derrière qui permet d'être fructueux financièrement. Et ce sera que le reflet de combien c'est fructueux pour ces femmes-là, pour la société. Complètement. Trop cool. On approche de la fin de ce podcast, Inès. Qu'est-ce que tu auras envie de dire ? En plus, en complément. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? J'ai envie de dire que on n'a qu'une vie, qu'il faut oser, qu'il faut
avoir du courage. Ouais. Qu'il faut pousser les portes, pousser les limites, aller rencontrer. Parce que je suis convaincue que la richesse, elle est dans la rencontre. Ouais. Moi, aujourd'hui, toute ma vie a été faite de rencontres. Il n'y a pas de hasard, ça j'en suis convaincue. Et il faut que les gens ouvrent leur chakra, là. Il faut que, voilà, qu'ils osent voilà, expérimenter, tester. Et il faut arrêter d'avoir honte, surtout. Ouais. Je crois que la honte est le pire sentiment qu'on puisse avoir. Absolument. C'est terrible. Et aujourd'hui, je crois que... Oh, vous, je sais pas, hein, mais les femmes, qu'est-ce qu'on nous a martelé avec ça? On est vraiment enfermés dans ce carcan de ce que tu dois être, ce que tu dois faire, comment tu dois... Ouais, c'est bon, lâchez-nous, quoi. Lâchez-nous. On a le droit aussi de faire ce qu'on veut, comme on le veut. Et c'est ça, en fait, mon message. Hein. C'est ose être qui tu dois être. Vraiment. Et je les accompagne à ça. Carrément. D'ailleurs, il y a un truc que j'observe, c'est qu'on... Le fait d'être en relation avec toi, il y a des choses que j'avais envisagées il y a quelque temps qui me deviennent beaucoup plus accessibles parce que tu portes quelque chose à l'intérieur de toi qui m'ouvre à nouveau les portes. Et je crois que s'adosser à quelqu'un, c'est un bon moyen de trouver de la tranquillité pour aller vers des choses. Bien sûr. Et toutes les personnes qui vont se reconnaître dans ton histoire, je vous invite très sincèrement à rentrer en relation avec Inès pour en savoir plus, en fait. Juste pour accéder à un atelier, même si c'est pour vous prouver que ça n'existe pas. Tout à fait. Et goûter à ça, voyez ce qui se passe et empuissancez-vous, quoi. Oui. Non, j'allais juste te dire, ça me fait écho ce que tu dis, parce que un truc qu'on nous a martelé aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui se font seuls. Personne ne se fait seul. Moi, aujourd'hui, tous mes bons ont été faits parce que je me suis adossée, comme tu dis, à quelqu'un. Bah ouais. Et en fait, s'adosser à quelqu'un, c'est profiter de sa pleine puissance et toi, devenir autre. Voilà. Et aujourd'hui, bien sûr qu'il faut s'adosser. Aujourd'hui, on est dans un monde encore plus qu'avant, je pense, d'alliance. Et tu crées tellement de choses quand tu t'allies. Mais tellement. Carrément. D'ailleurs, j'ai envie de rebondir sur ce truc-là, mais la difficulté que tu traverses en ce moment, c'est ce qui recrée d'autres opportunités de te rapprocher un peu plus de ton message. Et j'ai vraiment envie de croire que la difficulté dans laquelle on arrive en ce moment, en tout cas financièrement, d'un point de vue économie, en termes de géopolitique et des choses comme ça, c'est ce qui va nous pousser à nous rassembler. Et je crois que c'est en mutualisant nos efforts qu'il y a quelque chose qui peut arriver, quoi. On est raccord. Trop bien. Inès, je te remercie beaucoup pour ce podcast. C'était un moment trop cool. On a des rendez-vous qui vont arriver à l'entrée du printemps. Dans ton centre et dans le mien. Vous aurez les informations par la suite en bas du podcast. Et... Allez, ose. Et un événement qui aura lieu dans un environnement à Montpellier, probablement le Quorum, peut-être ailleurs, devant 1000 personnes, où on va faciliter... Je sais pas quel mot employer, mais en fait, ces propos que vous entendez dans ce podcast, on va lui donner une ligne directrice qui va rallier nos sphères à nous et d'autres personnes avec lesquelles on a envie de développer ça. Ça va faire du parallèle entre ces choses comme étranges et ces choses très terre à terre et montrer que ce soit la santé, le succès, le bien-être, tout ça, ça peut être soutenu par des pratiques pour lesquelles on a du jugement aujourd'hui. Et 1000 personnes. Ouais. Je vais te proposer une définition. Vas-y. On va vulgariser la magie. Vas-y, moi ça me fait peur, donc vas-y. Yalla. D'ailleurs, Corinne Sombrin, si t'entends ce message, je mets l'intention que tu sois là avec nous. Oui, je te tutoie, ouais, je ne te connais pas, mais on va dire... Mais tu vas nous connaître. Voilà. Si quelqu'un connaît Corinne Sombrin, envoyez-lui le message. Tout à fait. Inès, merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. Waouh, mais quel plaisir de partager cette discussion avec ce praticien, cette praticienne, et quel plaisir de partager ça. Je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis surtout, rappelle-toi, les émotions, l'inconscient, c'est comme les racines d'un arbre. On les voit pas et elles sont rudement importantes pour son développement. Alors prends soin de tes racines.